Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, Ramlati Ali reprend son siège de député de la première circonscription de Mayotte. Malgré le mouvement de grève générale, le second tour des élections législatives partielles a pu se tenir hier. À la différence de juin, cette fois l'écart ne laisse aucune place au doute. Ramlati Ali l'emporte avec 54,99% des suffrages exprimés. Le taux de participation a atteint 41% des inscrits, soit 10 points de plus que lors du premier tour. Mis en examen dans l'affaire des fausses procurations, Ramlati Ali a réussi à convaincre les électeurs de sa bonne foi et redevient ainsi la première femme mahoraise à siéger au Palais Bourbon. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vieux-Menet. La victoire est nette et sans bavure. À l'issue du second tour des élections législatives partielles dans la première circonscription de Mayotte, Ramlati Ali l'emporte avec près de 55% des suffrages exprimés. Une victoire au terme d'une campagne marquée par le mouvement de grève générale. J'ai quand même été portée, malgré tous les événements qu'il y a eu à Mayotte, d'insécurité, de délinquance, de barrage. On n'a pas pu faire de meeting comme il fallait, on n'a pas pu faire la campagne comme il fallait. Or, il y a eu un raz-de-marée pour ce deuxième tour. C'est vraiment beaucoup de joie et je ne remercierai jamais assez la population. À l'origine du recours qui a donné lieu à l'annulation du scrutin de juin 2017, Elad Chakrina n'a pas réussi à inverser la tendance. Même si au-delà de la défaite, le candidat du parti Les Républicains retient le triomphe de la démocratie. Moi, ce que je souhaitais, c'est que la démocratie en sorte grandie, et là c'est le cas. Bon, je suis en tout cas un citoyen de la République française, je me soumets parfaitement bien, en tout cas, au verdict des urnes, c'est tout à fait normal, nous sommes en démocratie. Ce qui était important surtout, c'est que la vérité éclate. D'abord candidate sous l'étiquette En Marche, Ramlati Ali a perdu le soutien officiel du parti au pouvoir suite à sa mise en examen. Néanmoins, en ce soir de victoire, elle a tenu à contredire ceux qui voient dans le mouvement de grève générale une fronde à l'encontre du président de la République. On a eu tendance à dire oui, il y a eu un rejet du gouvernement, il y a un rejet de ci, il y a un rejet de ça, il y a eu une campagne contre Macron. Ben non, la population a montré que malgré toutes les difficultés qu'on a sur le territoire, eh ben, ils ont beaucoup d'espoir vis-à-vis du gouvernement d'Édouard Philippe et puis du président Macron. Dès son retour au Palais Bourbon, Ramlati Ali redeviendra députée de la République En Marche. En attendant, elle lance un appel aux grévistes afin qu'ils laissent les élus négocier avec le gouvernement français. Je sais que quand on est en difficulté, à un moment, on perd pied, mais il faut absolument qu'on se ressaisisse parce que continuer dans les barrages, c'est le territoire qu'on met à genoux d'abord, l'économie qu'on met à genoux, et puis l'étude de nos enfants, leurs études. Donc j'ai envie de dire à la population d'avoir confiance en leurs élus. Ils ont confirmé aujourd'hui qu'ils veulent qu'ils soient représentés parce que finalement le boycott n'a pas marché, parce que réellement ils veulent qu'ils soient représentés. Eh bien qu'ils nous fassent confiance et qu'ils nous laissent porter leur dossier pour qu'ensemble avec le gouvernement on puisse sortir de ce marasme. Sortir rapidement de la crise après 5 semaines de grève générale, voilà ce que tout le monde souhaite. Même si pour cela la première femme mahoraise à siéger au Palais Bourbon va devoir convaincre l'ensemble des grévistes que l'État les a entendus. Pour l'heure, Ramlati Ali n'a pas été entendu. En effet, les barrages sont toujours d'actualité aux 4 coins de l'île. L'intersyndicale et le collectif refusent de lâcher prise à l'image du blocage à Longoni. Depuis des semaines, le rond-point menant notamment au port du département est en proie au barrage le plus drastique. Ce matin, nous étions sur place afin de donner la parole aux grévistes, mais également à ceux qui souhaitent circuler. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Longoni fait aujourd'hui office de point névralgique du mouvement de grève générale. Écoutons ces quelques réactions au micro de Abbas Alidi. En fait, on va commencer la grève aujourd'hui même. Donc avant-hier et hier, les semaines dernières, c'était juste une petite fermeture parce qu'on triait des gens, il y en a qui passaient, il y en a qui ne passaient pas. Mais aujourd'hui, c'est blocage total. On est tous ici au barrage et on est lâchés par les élus. Mais moi, ça ne m'étonne pas du tout parce qu'on ne vote pas. Et on vient de faire la même chose hier, on envoie à Macron un signal comme quoi on est d'accord avec lui. J'en ai marre de
de la grève. Mais voilà, aujourd'hui, je ne peux pas faire machine arrière parce que pour moi, je serais ridicule si je fais machine arrière. Donc voilà, j'estime que le gouvernement doit nous prendre en considération. On est pour la sécurité, on est pour les grèves, on est pour, mais après à un moment donné, il faut s'organiser, il faut que les gens se prennent au sérieux. On arrive dans un barrage, quelqu'un vous laisse passer, l'autre il dit non, on veut pas, ils se bagarrent entre eux, mais c'est quoi ça? C'est de l'anarchie totale. On me taxe pour faire passer les barrières. Bon, des fois, il faut avoir de l'argent ce soir, 20 € les passages, 10 €, 5 €, c'est quoi ça? Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité, en bref de ce lundi 26 mars. La préfecture vient de se fendre d'un nouveau communiqué lié aux barrages qui se poursuivent aux 4 coins de l'île. La représentation de l'État affirme, je cite, que depuis cette nuit, l'accès au centre de référence de Dzumoni est rendu impossible par cet arbre sciemment coupé qui entrave la circulation. Ces actions irresponsables mettent la vie de nombreux Mahorais en danger et empêchent les moyens de secours d'accéder aux malades. Les auteurs de celles-ci encourent des poursuites judiciaires. Dans ce contexte, le préfet a demandé au service de la DEAL de rétablir la circulation par tous les moyens possibles. De même, plus de 30 arbres ont été abattus entre Vaïbé et Combani, ce qui fragilise l'environnement de Mayotte et ce secteur montagneux. Le préfet appelle de nouveau la population à faire preuve de responsabilité afin que les patients et les professionnels de santé puissent porter soin et assistance à la population de l'île. Hier, la France a exprimé sa grave préoccupation et regretté la mise en œuvre des mesures notifiées aux compagnies aériennes et maritimes de ne pas prendre à bord des ressortissants comoriens reconnus comme étant à Mayotte en situation illégale. Le gouvernement ajoute qu'il a entrepris dès la publication des premières mesures des démarches auprès des autorités comoriennes au niveau politique et diplomatique pour que soient rapportées sans délai ces mesures et le gel des transports résultant d'une décision unilatérale. Le gouvernement français presse le gouvernement comorien de contribuer à la désescalade des tensions par la levée des restrictions à la circulation des personnes. Afin de riposter, l'ambassade de France à Moroni a d'ailleurs refusé de délivrer des visas hier à une partie de la délégation comorienne partant aux travaux d'adhésion des Comores à l'Organisation mondiale du commerce qui va se tenir à Genève. Reste maintenant à savoir quelle sera la suite de ce bras de fer diplomatique. Suite à la réponse d'Édouard Philippe aux élus de Mayotte, Anima Ibrahima, maire de Chironki, a envoyé un courrier au Premier ministre. Elle écrit ainsi, je cite, « En tant que Mahoraise et élue de Mayotte, je ne peux que consentir à la légitimité des revendications issues du mouvement social qui secoue notre île, même si je ne suis pas en adéquation avec la méthode. Jamais nous n'avons eu aussi peur de l'avenir, et ce dans tous les domaines de la vie quotidienne. Monsieur le Premier ministre, sachez-le, Mayotte a déjà été maintes fois délaissée par des gouvernements, sans comprendre que les investissements d'aujourd'hui seront les ressources de demain. Ainsi, la sincérité de la démarche du gouvernement doit être garantie. Cette sincérité doit s'incarner notamment dans l'élaboration d'un calendrier précis, d'une stratégie chiffrée dont les budgets pluriannuels devront être validés par une loi de finances. Le conflit diplomatique entre la France et les Comores reste toujours d'actualité. Pourtant, en fin de semaine dernière, des informations selon lesquelles l'Union des Comores acceptait à nouveau ses ressortissants expulsés de Mayotte à circuler. Le député Mansour Kamardine avait alors remercié le ministre de l'Intérieur d'être intervenu personnellement et efficacement pour convaincre les autorités comoriennes de s'inscrire dans une position raisonnable. Présent sur notre plateau ce matin, il est revenu sur cet imbroglio diplomatique qui tend à jeter de l'huile sur le feu et discréditer le gouvernement français. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwesi. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est déjà obtenir des Comores que tous les clandestins qui sont là puissent être reconduits. Parce que c'est ça qui fait la colère des uns et des autres. Ben, par la diplomatie. Par les diplomaties. La diplomatie qui s'appelle souvent chéquier, il faut le reconnaître. Nous avons peut-être, mais si c'est ça, pourquoi pas. Ouais. Je dis tout simplement qu'en 2010-2011, la situation s'était posée, le cas s'était posé, il a fallu moins de 48 heures pour qu'il soit réglé parce qu'on avait un gouvernement qui avait décidé d'effectivement de faire respecter la souveraineté française à Mayotte. Je note hier soir, moins de 24 heures, il y a 12 heures, en début de soirée, 3 VD sont arrivés.
notamment au sud, en Buenatsa. Oui. 3 vedettes sont arrivées. Les Kwassa. Et les Kwassa. Heureusement que les Mahorais ont décidé de faire à la place de l'État, parce que l'État ne fait pas. A décidé de faire à la place du gouvernement, parce que le gouvernement ne fait pas. Comment voulez-vous, dans ces conditions, qu'effectivement ceux qui sont sur les barrages, même si je fais partie de ceux qui les invitent depuis une dizaine de jours maintenant à lever ces barrages, comment voulez-vous qu'ils entendent? On termine cette édition avec un tout autre sujet maintenant. En effet, les problématiques environnementales touchent toutes les régions du globe et Mayotte n'est pas épargnée. Sur l'île au Lagon, 94,3% de l'électricité que nous utilisons provient de l'énergie fossile, tirée principalement du pétrole. Et cela même alors que l'objectif pour Mayotte, fixé par le Grenelle de l'environnement, est de 30% d'énergie renouvelable en 2020. Cette part était de 5,7% en 2012. Malgré tout, certains se mobilisent à leur échelle pour réduire leur consommation d'énergie et leur empreinte énergétique, comme c'est le cas de Philippe Chollet, qui a entrepris des travaux de rénovation dans son logement, mais pas uniquement. Reportage Adèle Laurent. Dans notre quotidien, nous pouvons effectuer ces gestes simples qui font baisser notre consommation électrique, comme éteindre la lumière en sortant d'une pièce ou mettre en veille nos appareils électriques. Philippe Chollet, lui, a décidé d'aller plus loin en effectuant des travaux de rénovation de sa toiture. On voulait faire des travaux pour avoir moins chaud dans la maison et bénéficier d'une réduction fiscale sur des revenus fonciers. C'est pour aussi faire des économies d'énergie. On a doublé la toiture en tôle, donc il y a une deuxième tôle dessus qui est isolée. Et il y a la laine de verre qui est posée sur le faux plafond. Ici, vous avez 2 épaisseurs de tôle avec des lattes en bois qui surélèvent la tôle de 7 cm. Et donc la tôle du dessus, elle est isolée. Il y a un isolant placé en dessous, un isolant thermique. Donc ça évite que la chaleur pénètre sous la tôle. Exposé aux rayons du soleil, le toit atteint en effet des températures très élevées. Cette chaleur se diffuse dans le logement, ce qui augmente sa température intérieure. Un bon traitement de la toiture doit donc permettre, en théorie, de remédier à ce problème. Mais qu'en est-il en pratique? Au niveau d'économie d'énergie, c'est pas ce qu'on voulait. On nous annonce dans les prospectus une diminution de la température de 10 degrés. Nous, on n'a pas ressenti. Il fait un petit peu de la chaleur de la tôle, elle est moins ressentie dans la maison. Mais voilà, il fait aussi chaud dedans que dehors. On pourrait le refaire parce que dans l'habitat, on est mieux quand même. Il y a moins de chaleur. Mais c'est des coûts il n'y a pas trop de bénéfices. Et le coût n'est pas négligeable. Les travaux ont en effet nécessité un investissement de 10 000 €. En amont, Philippe Chollet avait sollicité les conseils des agents de l'espace Info Énergie, service public d'information gratuite géré par l'Association des naturalistes de Mayotte et spécialisé dans la maîtrise de l'énergie. Concernant la rénovation de sa toiture, les agents de l'EIE lui ont fourni une liste d'artisans, dont 5 RGE, reconnus garants de l'environnement, par qui il faut passer pour pouvoir bénéficier des aides financières de l'État. Philippe Chollet est donc naturellement passé par une de ces 5 entreprises, mais celle-ci n'était en fait pas encore agréée. Le propriétaire n'a donc pas pu bénéficier des aides financières et fiscales auxquelles il aurait eu droit. J'ai pas pu en bénéficier puisque pour ça il faut que l'entreprise soit RGE et donc la personne, l'entrepreneur n'a pas pu me fournir l'attestation. Donc j'ai dû passer les factures dans les revenus fonciers, mais j'ai pas pu passer ça sur la feuille d'impôt dans les réductions liées aux travaux de rénovation, etc. Mais Philippe Chollet a d'autres tours dans son sac. Il récupère en effet un élément naturel gratuit et facile à récolter, l'eau de pluie. Un geste fort pour le portefeuille, mais aussi pour l'environnement. Donc là, c'est les réservoirs pour recueillir l'eau de pluie. Ça permet d'avoir de l'eau pour laver la voiture, arroser le jardin, laver des vêtements, etc. Et cette eau, elle vient de la pluie. La facture d'eau, elle est moins élevée. Hein. Et puis cette eau, elle va partir où? Toute cette eau qui tombe, alors qu'on en a besoin. Je voudrais utiliser pour les toilettes.
Mais ici, soit on fait soi-même, ou soit, voilà, on ne trouve pas le matériel, on ne trouve pas les personnes compétentes pour faire ça. Même Énergie Info m'a demandé si j'avais équipé pour mes toilettes, mais ils n'étaient pas capables de me renseigner s'il y a quelqu'un qui pouvait le faire. Manque d'entreprises agréées, de compétences, de connaissances, d'accompagnement administratif, d'offres en matériaux. Malgré les quelques avancées en termes de maîtrise environnementale sur l'île, des barrières doivent toujours être franchies. Pourtant, réduire sa consommation d'énergie, c'est améliorer son confort, augmenter la valeur de son bien, diminuer son impact environnemental et dans le même temps, ses factures d'énergie. Des bénéfices individuels et collectifs. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquoisi.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6 h avec toute l'équipe de la matinale.